Salut, c'est Zabaï, commençons tout de suite. Contrebande engloutie. Des archéologues travaillant avec la Société géographique russe ont récemment découvert les restes d'un navire marchand allemand qui a coulé en 1724. Ce navire s'appelle l'Archange Raphaël et a sombré dans les eaux glacées au large de la Finlande il y a environ 300 ans. Le navire était censé transporter une importante cargaison de contrebande qui est allée directement au fond de la mer, tout comme les outils des ouvriers qui se trouvaient à bord du navire et les effets personnels de l'équipage. Et alors que les chercheurs étudiaient l'épave, ils sont tombés sur un psautier luthérien de 1692, c'est-à-dire un recueil de psaumes souvent associé avec d'autres textes religieux comme un calendrier liturgique. Ce livre ancien est resté sous l'eau pendant 3 siècles et pourtant il était dans un état de conservation presque parfait. Son état apparemment miraculeux a laissé les chercheurs perplexes. Et cette conservation pourrait même sembler insensée. Il est impossible qu'après 300 ans d'immersion, un livre, quel qu'il soit d'ailleurs, ne soit pas totalement décomposé. Bien sûr, le livre n'est pas en excellent état. Il est difficile à lire et a été légèrement endommagé par l'eau. Mais il défie toujours toute logique scientifique. Il a été imprimé en Allemagne en 1692 et pas une seule page n'est tombée ou n'a flétri dans l'eau. Et le livre lui-même est un texte religieux luthérien sans grande importance. C'est sa préservation qui est tellement incroyable. C'est presque comme si le livre avait été préservé par une intervention divine. Même si, selon les scientifiques, c'est probablement le manque d'oxygène dans la vase où le livre a été conservé qui l'a gardé intact. Le message de Mars. En 1908, Willie McKinnon, 14 ans, travaillait dans le jardin de son père. Willie vivait sur l'île de Vancouver au Canada. Il était environ 11h30 du soir lorsqu'un météore a soudainement fondu sur lui depuis l'espace. Il a vu le rocher descendre dans un rayon de lumière et frapper le sol à moins de 3 mètres de l'endroit où il se trouvait. Et lorsque Willie a ramassé la météorite, il a été choqué de constater que sa surface était gravée de mystérieux hiéroglyphes. Et selon la presse locale, ces hiéroglyphes ressemblaient étrangement à des symboles similaires provenant des pyramides et des tombes égyptiennes. Et le 5 septembre 1908, un journal local a publié un article intitulé « Un message de Mars », dans lequel il était question de la découverte stupéfiante de Willie. Cependant, personne ne sait ce qui est arrivé à la météorite ou à Willie d'ailleurs. Et cette histoire a fait le tour des journaux locaux et les habitants de longue date de la vallée de Cowichan sont vaguement au courant de l'histoire. Mais comme c'était le début du XXe siècle, il n'y avait pas beaucoup de recherches scientifiques à faire. Et un mois plus tard seulement, on apprend que le département des mines d'Ottawa cherche à obtenir des informations sur la mystérieuse roche. Ils ont envoyé à Willie un questionnaire géologique à remplir avec l'heure de la journée, la nature des sons émis par la chute, leur durée et la direction d'où ils semblaient provenir, la profondeur du trou et la nature du sol, ainsi que la direction dans laquelle la Terre a été projetée par l'impact. Et ce fameux questionnaire incluait également une offre d'achat si les modalités pouvaient être fixées. Mais nous ne pouvons hélas pas dire si ce météore est jamais parvenu à la conservation publique d'Ottawa. Si ce n'est qu'il est de notoriété publique que le père de Willie, Angus McKinnon, était connu pour être pour le moins argumentatif, ce qui suggère que les négociations n'auraient pas été faciles. Quant aux soi-disant hiéroglyphes, s'agissait-il vraiment d'une pierre de rosette venue de l'espace ? En toute logique, les marques à la surface du météore n'étaient que le produit fini de sa fusion lors de son périple dans l'espace. Mais quoi qu'il en soit, a-t-elle trouvé son chemin jusqu'à Ottawa ou est-elle toujours en possession d'un descendant de la famille? L'histoire s'est hélas estampée, l'intérêt s'est amenuisé et la roche spatiale de Willie, couverte de hiéroglyphes, n'a jamais été vue. Trafic psychédélique. Les archéologues ont récemment fait des progrès dans l'étude des anciens sacrifices rituels péruviens. Les scientifiques ont analysé des têtes momifiées et des corps récupérés sur différents sites le long de la côte sud du Pérou. Ils ont effectué des rapports de toxicologie sur les individus qui ont été sacrifiés il y a entre 2100 et 500 ans. Et les rapports ont révélé que les victimes avaient reçu de très fortes doses de drogues psychédéliques. Les victimes avaient reçu des feuilles de coca, probablement transformées en une forme simple de cocaïne, mais aussi des doses de cactus San Pedro.
Cette plante est encore aujourd'hui employée pour créer une boisson extrêmement psychédélique appelée ayahuasca. Elle est fortement hallucinogène, ce qui signifie que ces victimes de sacrifices étaient en état d'ébriété lorsqu'elles ont été sacrifiées. Et pas juste un peu, mais probablement au point d'entendre des couleurs et sentir des sangs. Et l'étude a été réalisée par des chercheurs du Centre d'études andines de l'Université de Varsovie. Et le même groupe est d'ailleurs à l'origine d'une autre étude récente sur les victimes de sacrifices humains dans les volcans de l'Empire Inca. Ils sont à fond sur ces anciens mystères de meurtre. Et afin de déterminer ce que contenait le système sanguin à l'époque, les chercheurs ont examiné les cheveux des victimes de sacrifices. Ils ont également découvert des niveaux très élevés de mescaline qui se trouvent dans les champignons magiques et les drogues récréatives modernes. Et voici donc pourquoi cette découverte bouleverse l'histoire. Pour la première fois, nous avons une perspective scientifique claire de ce qui arrivait aux victimes de sacrifices il y a 2000 ans. Les victimes, en l'occurrence des enfants, étaient nourries avec d'énormes quantités de substances hallucinogènes, puis sacrifiées. Et un autre mystère réside dans le fait qu'une grande partie de ces substances provenaient des parties les plus reculées de la jungle. Ce qui signifie que les habitants de la forêt tropicale des Andes ont dû les acheter à d'autres populations. Cela suggère l'existence d'un vaste trafic de drogue dans toute l'Amérique du Sud depuis des temps très anciens. La sépulture de Cléopâtre. De temps en temps, nous entendons parler de la tombe perdue de Cléopâtre. Mais cette fois-ci, un tunnel récemment découvert pourrait mener les archéologues directement à la tombe non découverte de la reine Cléopâtre. Et elle fut la dernière souveraine de l'Égypte antique avant que la nation ne soit conquise par les Romains. Et il pourrait s'agir d'une découverte monumentale qui pourrait changer l'histoire telle que nous la connaissons. Pour commencer, le temple de Taposiris Magna, situé à l'ouest d'Alexandrie, a été construit entre 280 et 270 avant Jésus-Christ, bien avant que Cléopâtre ne voie le jour. C'était dans les mois qui ont suivi la mort d'Alexandre le Grand, lorsque l'Égypte était dirigée par les successeurs d'Alexandre. Ils ont construit un grand temple dédié à Osiris, et la ville de Taposiris Magna est devenue un véritable épicentre de l'activité religieuse. Et ces dernières années, les archéologues ont découvert de nombreuses tombes, suggérant que le temple était utilisé pour l'enterrement de personnalités de la famille royale égyptienne. Et il était probablement toujours en usage à l'époque de la mort de Cléopâtre. Ce qui amène beaucoup de gens à se demander si son cadavre ne se cache pas quelque part sous le complexe. Et le tunnel a été découvert à environ 11 mètres sous le temple par l'experte en égyptologie Caitlin Martinez de l'université de San Domingo. Mais on ignore toujours jusqu'où exactement va ce tunnel. Il est partiellement immergé sous l'eau, tout comme ses fondations. Il est très probable qu'un tremblement de terre ait secoué la côte égyptienne il y a environ 1700 ans et inondé le temple. Cependant, il mène à quelque chose et les chercheurs creusent aussi vite qu'ils le peuvent pour atteindre la fin de ce mystérieux passage souterrain. Et si les spéculations s'avèrent exactes, nous pourrions assister à la découverte des restes de Cléopâtre dès 2023. Sacrifice grec. Lorsqu'il est question de sacrifices rituels dans le monde antique, les coupables sont très nombreux. Nous savons par exemple que les Carthaginois sacrifiaient leurs propres enfants. C'était également une pratique très courante en Mésoamérique et des cultures anciennes de Chine l'ont peut-être également fait. Mais les anciens habitants de la région de la mer Égée sont généralement considérés comme trop sophistiqués pour pratiquer des rites aussi barbares. On a toujours pensé que les Grecs, ou leurs prédécesseurs dans ce cas, ne recouraient pas au sacrifice d'humains pour apaiser les dieux. Mais il est possible que certains cultes ou bien groupes aient effectivement pratiqué le sacrifice de jeunes enfants. Il s'agissait probablement d'apaiser les divinités anciennes de l'île de Crète. En 1979, le chercheur britannique Peter Warren a découvert des ossements d'enfants dans les ruines de Knossos, en Crète. Et c'était autrefois l'une des villes les plus importantes pour la civilisation minoenne, l'une des civilisations les plus avancées du monde antique qui a vécu de 3500 jusqu'à son déclin en 1450 et sa fin soudaine en 1100 avant Jésus-Christ. Et ce qui a rendu la découverte de Peter si choquante est le fait que les os avaient été marqués par des couteaux, chose qu'il a interprétée comme du cannibalisme. Il pensait que les habitants de l'île grecque mangeaient de jeunes enfants il y a 3000 ans.
À l'époque, d'autres archéologues de renom se sont moqués de lui, estimant qu'aucune civilisation égéenne n'avait jamais fait quelque chose d'aussi horrible. Mais depuis lors, d'autres découvertes similaires ont été faites, avec de multiples squelettes d'enfants présentant des preuves de sacrifices ritualisés. Les archéologues ont même trouvé les os d'une femme qui semble avoir été tuée sur un autel, puis démembrée et enterrée avec les os d'animaux sacrifiés. Il est donc de plus en plus évident que les Minoens pratiquaient effectivement des rituels de sacrifice et auraient même pu manger ces enfants dans le cadre de ces rites. La ville d'Oshkintok. À environ 100 km de la ville de Mérida au Mexique, il existe une fabuleuse ville en ruine appelée Oshkintok. La plupart des livres de voyage n'en parlent pas et il n'y aura pas beaucoup de touristes si vous la visitez. C'est un endroit très mystérieux, dont il ne reste que les fondations effondrées des bâtiments, des places aplaties et écrasées et des pyramides courtes qui se transforment lentement en monticules de roches brisées. Et très peu de recherches ont eu lieu sur le site, même si la ville perdue a été redécouverte au XVIe siècle. Oshkintok était probablement un centre important de l'Empire Maya jusqu'à environ 859 avant Jésus-Christ. Après quoi, comme la plupart des autres villes mayas, l'endroit est tombé en déclin et a finalement été abandonné. Mais Oshkintok reste très unique pour une raison spéciale. Dans une petite cour de la partie nord de la ville se trouvait une paire de statues très mystérieuses. Nous avons des photographies en noir et blanc des statues prises au XIXe siècle avant qu'elles ne soient excavées. L'une d'elles a été emmenée au musée d'histoire naturelle de Mérida et l'autre au musée anthropologique de Mexico. Et ces statues sont d'une très grande importance car elles semblent représenter des robots. L'une des statues est même surnommée tête de robot car elle ressemble justement à un robot. C'est d'ailleurs celle qui est actuellement conservée au musée d'histoire naturelle. Et sa tête semble avoir été modelée d'après un jouet des années 1950. Elle est carrée, avec des yeux rectangulaires et porte une sorte d'armure bizarre. Et les historiens disent que sa ressemblance avec un robot n'est qu'une coïncidence. Mais d'autres se demandent tout de même pourquoi les Mayas ont choisi de représenter ces sortes de créatures humanoïdes dans des formes aussi géométriques et carrées. Arabie chrétienne. Une nouvelle découverte semble bouleverser ce que nous savons de l'histoire religieuse des Émirats arabes unis et plus largement de la péninsule arabique. Un très ancien site chrétien a récemment été mis au jour sur une île au large des côtes des Émirats. Il semble s'agir d'un monastère et il est antérieur à la diffusion de l'islam en Arabie. En d'autres termes, cette église chrétienne a été construite au centre du monde islamique avant même que l'islam ne commence à se répandre. Les chercheurs pensent que le mystérieux monastère date d'environ 1400 ans. Il a été enterré sous le sable et la poussière de l'île Sinia, à Al Quwain, à environ 50 km de Dubaï. Et la construction a été datée d'environ 534 de notre ère. Le prophète Mahomet, ou Muhammad, n'est pas né avant 570 après Jésus-Christ. Et cette découverte est extrêmement importante car on pensait que les habitants de la péninsule arabique étaient principalement polythéistes, avec une présence juive mais pas énormément de chrétiens. Et cette découverte prouve donc que le nombre de chrétiens aurait pu être beaucoup plus important que ce que l'on pensait dans les décennies précédant la naissance de l'islam. Et avant donc la naissance du prophète de l'islam et la montée en puissance du califat islamique, les chercheurs pensent que la péninsule arabique avait une présence chrétienne beaucoup plus importante qu'on le pensait initialement. Les habitants auraient prié dans de petites églises et baptisé leurs bébés, mais au 7e siècle, lorsque la croyance musulmane s'est répandue, les chrétiens ont changé de voie et se sont convertis à l'islam. La carrière de Yangshan. La carrière de Yangshan se trouve à environ 15 km de Nanjing, en Chine. Il s'agit d'une carrière massive qui a été utilisée au début du XVe siècle sous la dynastie des Ming. Et la carrière abrite également un grand bloc de roche inachevé, connu sous le nom de stèle, tout simplement. Et cette stèle gigantesque sortait tout droit du flanc de la montagne. Un morceau singulier de roche qui était manifestement bien trop gros pour être déplacé. Sa base fait environ 30 mètres de long et 12 mètres de large, et ce n'est que la base. Le bloc est scandaleusement énorme, avec un poids total estimé à 31 000 tonnes et une hauteur de 60 mètres.
Et son grand mystère réside dans le fait que personne ne sait pourquoi il a été taillé dans la montagne en premier lieu. Et il est nettement plus grand que n'importe quel autre monolithe du monde antique ou moderne d'ailleurs. Et logiquement, il semblerait qu'il n'y ait aucun intérêt à dépenser autant d'efforts pour sculpter un bloc de pierre aussi inébranlable. Certains ont suggéré que l'empereur Yongle, qui a régné entre 1402 et 1424, avait peut-être un plan pour déplacer le bloc. Et pour finir, bien sûr que certains ont suggéré qu'il disposait d'une sorte de technologie secrète qui aurait permis à ses ouvriers de déplacer la pièce monumentale. Soit cela, soit il était complètement délirant. Et même des ingénieurs modernes auraient besoin d'un véritable miracle afin de déplacer un tel bloc de pierre et par-dessus une montagne qui plus est. Le portable grec. Récemment, une statue de la Grèce antique a été exposée au J. Paul Getty Museum de Malibu, en Californie. Et la statue était utilisée il y a 2100 ans comme pierre tombale. Elle mesure environ 40 cm de haut et montre une femme assise sur une sorte de trône, tandis que son serviteur tient ouvert ce que les Américains, et même la presse américaine, appellent un ordinateur portable pour qu'elle puisse l'utiliser. La mystérieuse femme sur le trône semble utiliser un ordinateur portable à écran tactile, doté de ports USB, selon certaines affirmations farfelues. Mais cette ancienne statue prouve-t-elle vraiment une sorte de voyage dans le temps ? S'agit-il d'une coïncidence ou les Grecs ont-ils vraiment mis la main sur le seul ordinateur portable fonctionnel du monde antique ? Mais les experts en archéologie affirment que cette sculpture n'a rien d'étrange ou de bouleversant pour notre passé. Au contraire, des experts en archéologie, comme Christina Kilgrove, affirment qu'il ne s'agissait pas d'un ordinateur portable, mais d'une boîte à bijoux tout simplement. La statue représente probablement une femme choisissant ses bijoux quotidiens dans une boîte tenue ouverte par l'un de ses serviteurs. Mais d'autres n'en sont pas si sûrs. Certains disent que c'est trop peu profond pour être une boîte à bijoux et que sa ressemblance avec un ordinateur portable reste tout de même troublante. Et au final, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Les premiers Britanniques. Au début des années 1990, les plus anciens fossiles humains jamais découverts en Grande-Bretagne ont été mis au jour à Boxgrove, dans le West Sussex. Les archéologues ont mis au jour les ossements d'une jambe et quelques dents d'une espèce humaine très ancienne. Et cette première espèce humaine vivait sur le sol britannique il y a environ 480 000 ans. Et d'autres découvertes préhistoriques ont démontré que des hommes et des femmes préhistoriques vivaient et chassaient des chevaux, des cerfs et même des rhinocéros. Et oui, il y avait autrefois des rhinocéros en Angleterre, je viens aussi de le découvrir. Et depuis cette découverte, les scientifiques ne cessent de lutter pour l'identification de l'espèce. Cet ancien individu, ressemblant à un humain, a vécu plusieurs siècles avant l'évolution de l'Homo sapiens. Et les scientifiques ont même suggéré qu'il pourrait s'agir de l'Homo heidelbergensis, un hominidé très primitif qui a évolué en Afrique. Mais d'autres scientifiques ont suggéré qu'un groupe précoce de Néandertaliens ayant migré d'Eurasie vivait sur les îles britanniques. Et pour résoudre le mystère une fois pour toutes, des scientifiques du Musée d'histoire naturelle de Londres ont comparé les fossiles de Boxgrove à ceux découverts à La Cima en Espagne. Et les fossiles de La Cima sont environ 50 000 ans plus récents. Et les scientifiques voulaient voir si les deux groupes d'humains primitifs étaient apparentés. Mais selon les résultats, ils ne l'étaient apparemment pas. Et lorsque les scientifiques ont comparé les ossements, ils ont constaté qu'ils provenaient d'espèces complètement différentes. Nous n'avons toujours aucune idée de qui étaient ces mystérieux hommes primitifs. Et nous ne savons pas s'il s'agissait de Néandertaliens ou d'une espèce totalement non identifiée qui s'est éteinte depuis. Le trou dans le Sphinx. Le grand Sphinx de Gizeh est de loin l'une des structures mégalithiques anciennes les plus emblématiques au monde. Ce monument archaïque a été construit il y a environ 4500 ans et monte la garde devant les pyramides de Gizeh. Pourtant, nous ne connaissons que très peu de choses sur cette statue, hormis son âge qui fait d'ailleurs toujours l'objet d'un débat. Et selon l'historienne Bethany Hughes, le Sphinx est plein de secrets. Elle croit qu'un trésor potentiel est caché sous la statue. Un trésor d'archéologie qui ne peut être atteint que par le trou sur le côté du Sphinx que tout le monde semble ignorer.
Il existe une petite ouverture à la base du sphinx, près de sa queue, que le Dr Hughes affirme pourrait être reliée à une grande chambre souterraine. Personne ne sait exactement où le tunnel se termine et personne n'a l'intention de commencer à creuser le sphinx, car ce serait beaucoup trop dangereux pour le moment. Cependant, le trou est clairement visible par tout le monde. Et en 1998, le Conseil suprême des Antiquités a organisé une excavation pour voir ce qui était caché sous le corps principal du monument. L'égyptologue Zahi Hawass affirme qu'il y a plusieurs cavités naturelles en dessous auxquelles le tunnel pourrait mener. Ils ont admis qu'il pourrait y avoir d'autres cavités non explorées sous la structure et qui seraient accessibles par des passages qui se sont probablement effondrés. D'ailleurs, il y a des tunnels qui ont déjà été visités et c'est précisément là que réside tout le mystère et la controverse. Dans les années 70, Zahi Hawass, le célèbre égyptologue qui deviendra plus tard le ministre des Antiquités d'État, ainsi que son collègue Mark Lehner, ont découvert une cavité près de la queue du sphinx. Apparemment, un ouvrier leur avait montré son existence. En retirant quelques pierres, le tunnel a été découvert, et les images que vous regardez sont les seules qui existent de l'intérieur de cette cavité. Et certains, beaucoup même, estiment qu'elles n'ont été publiées que pour détourner l'attention des gens et les convaincre que ce tunnel n'est rien de plus qu'un cul-de-sac, comme l'affirme d'ailleurs le rapport initial de 16 pages, publié dans les années 70 par les deux égyptologues. Mais au lieu d'apaiser la curiosité des gens, ces images n'ont fait que l'attiser. Pour les plus sceptiques, les angles de vue de la caméra et le manque d'images à l'intérieur du tunnel prouveraient qu'il y aurait quelque chose à cacher. D'ailleurs, la polémique était telle que des Égyptiens se sont faufilés dans cette zone interdite au public du Sphinx et se sont engouffrés dans la cavité pour y capturer ces images. Cependant, les images ne proviennent pas d'une source officielle, même si la cavité ainsi que les prémices du tunnel semblent bien correspondre à ceux du Sphinx. On peut voir que le fond de la cavité est un cul-de-sac, mais qu'un peu plus haut, un tunnel est renforcé et barricadé, connectant la cavité principale qui aurait été invisible depuis des angles de vue choisis dans le documentaire. Il est intéressant de noter que Hawass avait également montré l'existence d'une cavité accessible depuis le dos du sphinx, fermée par une trappe, qui serait également un cul-de-sac selon lui. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que ces deux cavités semblent correspondre parfaitement aux données d'un sondage de résistivité réalisé auparavant, ce qui pourrait indiquer qu'elles sont connectées. Alors, les bâtisseurs du sphinx auraient-ils créé des cavités qui ne mènent nulle part, ou bien y a-t-il vraiment quelque chose d'insaisissable sous le sphinx? Le sphinx avant le déluge. Parlons du problème d'érosion du sphinx. Dans les années 1950, le chercheur français en égyptologie René Schwaller de l'UBIX a spéculé que le corps du sphinx avait été érodé par des déluges extrêmes. L'érosion sur le bas du sphinx est considérablement pire que celle des pyramides, ce qui donne l'impression que ces sphinx pourraient être beaucoup plus anciens. Et en 1979, un autre expert de l'histoire égyptienne, John Anthony West, a attribué l'érosion à des inondations. John a spéculé que les inondations ont eu lieu entre 15 000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ. Il était très fermement convaincu qu'une civilisation beaucoup plus ancienne avait créé le sphinx, une civilisation dont nous n'avions jamais entendu parler auparavant. Les datations des dommages causés par les inondations correspondent à de nombreuses estimations de la date du déluge biblique et qui auraient hypothétiquement ravagé le monde. Il se pourrait très bien que ce sphinx n'ait rien à voir avec les anciens Égyptiens. Pour certains, il pourrait être le seul exemple survivant d'une architecture humaine précédant le déluge biblique. Mais rappelons tout de même que ce n'est qu'une théorie, et que la plupart des historiens mettent en garde contre le fait d'établir des parallèles entre des événements bibliques et religieux en général et des faits historiques avérés. Mais Andrew Collins suggère que bien que cette formation rocheuse ait pu être touchée par des inondations, la statue elle-même a peut-être été sculptée à une date beaucoup plus récente. En bref, la roche est ancienne, mais la statue est relativement plus récente. On pourrait penser que ces marques d'érosion ont été causées par des crues du Nil, mais d'un point de vue géologique, cela aurait laissé une empreinte très différente sur la roche. Ce ne sont pas des inondations qui viennent du bas, mais plutôt des précipitations et des ruissellements de pluie. Et le côté ouest de l'enceinte montre moins d'altérations que les trois autres côtés, nord-est, sud et est. Ces derniers présentent de 50 à 100% d'altération en plus. Et si l'on suppose que le côté ouest remonte à l'époque de Képhren et que le taux d'altération de la roche est linéaire, alors le sphinx daterait d'au moins 5000 ans avant Jésus-Christ.
Si le modèle d'altération n'est pas linéaire, le sphinx pourrait être bien plus vieux. En 1991, le professeur Robert M. Schoch a daté scientifiquement le sphinx à la fin de la dernière période glaciaire qui s'est terminée en 9700 avant Jésus-Christ. Pour mettre les choses en perspective, cela placerait le sphinx à une époque où la région du Sahara était beaucoup plus humide et luxuriante, avec une faune et une flore abondantes soumises à des précipitations persistantes. Mais malgré les critiques constantes des archéologues, il est resté sur ses positions en présentant des données sismiques de la région qui suggèrent que l'origine du sphinx pourrait être placée plus précisément autour de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Mais malgré tout, ces théories restent très débattues. Le secret des Atlantes. Et si le sphinx cachait un dépôt de connaissances perdues laissé par les descendants des Atlantes? C'est l'une des théories les plus farfelues autour du sphinx, mais aussi l'une des théories qui circule le plus. Alors, démêlons le vrai du faux. Au départ, c'était une théorie avancée par le voyant Edgar Cayce avant sa mort en 1945. Autant dire que c'est une source très fiable, aussi fiable que Gims. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. Edgar était en quelque sorte le Nostradamus du XXe siècle. Et lors de l'une de ses supposées transes, il a eu une vision de réfugiés fuyant la ville inondée de l'Atlantide et déposant leurs secrets dans une vaste salle située sous les pattes du sphinx. Il croyait que la salle serait découverte avant la fin du XXe siècle. Malheureusement, la mystérieuse salle des archives atlantes n'a jamais été retrouvée et nous sommes actuellement au XXIe siècle. Mais pour beaucoup, cela ne signifie pas qu'Edgar avait tort. Et l'une des théories les plus répandues dans des cercles parfois labellisés de complotistes est que ce sphinx faisait autrefois partie de la cité de l'Atlantide. La théorie prétend que l'Atlantide était en réalité l'Égypte et que la grande inondation a tout détruit dans leur civilisation, sauf bien sûr le glorieux sphinx, ce qui expliquerait les dommages causés par les inondations le long de la base de la statue. Ensuite, lorsque les eaux de crue se sont retirées, les Atlantes seraient revenus et auraient enterré leurs connaissances sous le seul monument encore debout. La salle des archives a été scellée pour conserver leur sagesse, puis, avec le temps, les Atlantes auraient oublié qui ils étaient. Beaucoup croient que la vérité de leur civilisation perdue est toujours cachée sous le corps du grand sphinx. Pas besoin de rappeler que c'est une théorie plus que marginale qui n'est basée sur aucun fait historique. Stèle du rêve. Le premier nom connu du sphinx est Horé-Mahet, qui provient de la légende de Thoutmôsis IV, passant une nuit sous le sphinx. Selon la légende, le sphinx aurait parlé à Thoutmôsis IV dans un rêve et lui aurait promis de lui donner la bénédiction de devenir le pharaon d'Égypte s'il promettait en retour de restaurer le sphinx dans sa gloire. Le sphinx avait perdu en importance pendant la période du Moyen Empire et était pratiquement enseveli sous le sable. Dans le rêve, le sphinx s'est présenté à Thoutmôsis IV comme Horé-Mahet, ce qui signifie Horus de l'horizon. Et Thoutmôsis IV a tenu sa promesse de restauration après être devenu pharaon. Il a également installé une stèle détaillant la légende entre les pattes avant du sphinx. Et en 1817, Giovanni Battista Caviglia a découvert la stèle et l'a décryptée. Et bien que la stèle ne fasse aucune référence à un tunnel secret ou une chambre cachée, elle montre le sphinx assis sur une représentation hiéroglyphique d'une structure architecturale avec une porte. Il est vrai que 3 tunnels ont été confirmés sous le sphinx, et qu'en fait, il existe un réseau connu de tunnels naturels sous le plateau de Gizeh. C'est pourquoi on a longtemps supposé qu'il pourrait y avoir une ville souterraine cachée quelque part sous le sphinx et le reste du complexe de Gizeh. Malheureusement, jusqu'à présent, aucune de ces affirmations n'a été confirmée. Zep-Tepi. Zep-Tepi était, selon un texte de l'Égypte ancienne, l'époque où les dieux régnaient encore sur la planète. Depuis le chaos primordial au début de l'univers, les dieux sont apparus et ont créé l'humanité et le monde tel que nous le connaissons. Plusieurs chercheurs, dont Armand Domey, croient que cela correspond à une période historique réelle. Et nous savons que les Égyptiens y croyaient très probablement en raison d'écrits retrouvés dans des monuments égyptiens laissés dans des temples et peints sur des murs. Et l'un des documents les plus intrigants est le Papyrus des rois ou Canon royal de Turin et qui contient les noms des dirigeants de l'Égypte de la 19e dynastie. Et en plus des noms que les archéologues connaissaient déjà, la liste comprend des rois divins de l'âge mythique de Zep-Tepi, lorsque l'Égypte était gouvernée par des divinités et non pas seulement par des hommes.
Et les historiens ont eu énormément de mal à distinguer la réalité du mythe. Les Égyptiens aimaient vraiment leur mythologie et semblaient avoir mélangé la réalité et le mythe dans une grande partie de leur premier récit. Soit cela, soit il y a vraiment une période où l'Égypte était gouvernée par des êtres beaucoup plus avancés. Les écrits anciens disent que les dieux sont descendus du ciel il y a environ 36 000 ans. Puis, il y a eu une période où les demi-dieux ont gouverné il y a environ 16 000 ans. Ensuite, les mortels ont pris le trône alors que les demi-dieux commençaient à disparaître. Et comme vous pouvez l'imaginer, ces théories et d'autres semblables ont été rejetées par les scientifiques traditionnels. Mais certains universitaires croient fermement que l'Égypte a été le berceau d'une société bien plus ancienne et gouvernée par des souverains apparentés à des dieux. Et vous voyez peut-être où je veux en venir. Selon ces mêmes théories, le Sphinx pourrait avoir été l'un de leurs monuments. Car pour certains, et comme nous l'avons dit précédemment, considèrent que le Sphinx est bien plus ancien que les pyramides. Ce pourrait être l'une des seules structures restantes construites par les souverains originaux du Nil. Deuxième Sphinx. Un responsable du tourisme égyptien a récemment relancé l'ancienne revendication selon laquelle il y avait autrefois un deuxième Sphinx en garde à l'extérieur des pyramides. Reda Abdelalim, directeur des relations publiques des pyramides de Gizeh, a déclaré à Cairo Live qu'ils avaient découvert une statue dans la région d'une taille similaire à celle du Sphinx. La statue n'est en réalité rien d'autre que des relevés réalisés sous une couche de sable, mais Alim prétendait qu'elle était autrefois merveilleuse. Il a même déclaré officiellement que le deuxième Sphinx mesurait 20 mètres de haut et 73 mètres de long. Et la découverte a été faite avec l'aide d'une équipe supposée d'experts de l'université d'Égypte, Zaghazik, et qui a confirmé l'existence d'une statue près de Gizeh, complètement couverte de sable. Cependant, l'égyptologue Zahi Hawass, et qui d'autre, a réfuté cette affirmation en la qualifiant de fanfare médiatique. Et quand il s'agit de fanfare médiatique, il en connaît un rayon. À ce stade, personne n'a présenté de preuves irréfutables d'un deuxième Sphinx, mais cette théorie est en circulation depuis bien longtemps. Les légendes racontent qu'autrefois, le Sphinx avait un jumeau et qu'ensemble ils gardaient l'entrée du plateau de Gizeh et des fantastiques pyramides qui s'y trouvent. Il n'est pas difficile d'imaginer que le deuxième Sphinx aurait très bien pu être détruit. Et vous, pensez-vous qu'il y avait un deuxième Sphinx? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Lévitation du Sphinx. Depuis des millénaires, les gens débattent de la manière dont les pyramides d'Égypte ont été construites. Les Romains ne savaient pas, les Grecs ne savaient pas, et nous ne savons toujours pas aujourd'hui. La science dominante a avancé la théorie selon laquelle les Égyptiens se sont servis d'une main-d'œuvre massive pour construire les pyramides en se servant de cordes, de rampes et de poulies. Et si ce n'était pas vraiment le cas? Selon un historien arabe du Xe siècle, les Égyptiens ont employé la lévitation pour tout construire, des pyramides au Sphinx lui-même. Cet historien était Aboul Hassan Ali al-Masoudi, également connu sous le nom d'Hérodote des Arabes. Il a voyagé dans le monde antique en documentant les gens, l'architecture, les réalisations et la science. Et dans l'un de ses volumes, il a écrit que les grandes pierres des pyramides égyptiennes étaient déplacées à l'aide d'un papyrus magique. Les Égyptiens plaçaient une feuille de ce mystérieux papier sous la pierre, la frappaient avec une tige de métal mystérieuse et la pierre se déplaçait le long d'un chemin d'environ 50 mètres. Mais il semblait y avoir certaines limites à la technologie de lévitation. Les Égyptiens étaient obligés de répéter le processus encore et encore jusqu'à ce qu'ils puissent amener la pierre exactement où ils le voulaient. Mais les pyramides avaient déjà 3000 ans quand l'historien a écrit tout cela. Et nous ne savons pas s'il a obtenu ces informations d'une histoire orale, transmise de génération en génération par les bâtisseurs égyptiens, s'il s'agissait d'une simple fantaisie ou s'il a vraiment vu la lévitation en action. Ou bien était-ce tout simplement un ancêtre de Gims? L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. L'OVNI et le Sphinx. Il existe un mystérieux papyrus au nom très lent, et ce papyrus funéraire a été peint par les anciens Égyptiens il y a 3000 ans et pourrait être tout à fait normal, sauf qu'il comporte une image très étrange dessus. Il est actuellement exposé au musée du Caire en Égypte et il semble montrer la déesse du ciel, Nout, soutenue par Sohou, le dieu de l'air, et le dieu à tête de bélier.
Et en dessous de Nout se trouve Geb, la divinité de la terre, mais dans le coin inférieur du papyrus se trouve une toute petite image du sphinx, si discrète qu'on ne se rendrait même pas compte de sa présence au premier abord. Assis sur le dos du sphinx se trouve une représentation très bizarre qui, selon certains, ne peut être décrite que comme un vaisseau spatial extraterrestre. L'objet représenté sur le papyrus funéraire a des jambes en forme de trépied et il est en forme de disque avec une petite sphère au sommet. Il ressemble à une petite soucoupe volante et même des rayons de lumière émanent de l'objet pour montrer qu'il brille. L'objet a d'ailleurs suscité tellement de débats que des médias comme CNN, iReport ou encore Ancient Code ont couvert l'info. Et ils ont même appelé l'objet le vaisseau de Ra. Alors, que fait cette chose sur le dos du sphinx? C'est une question à laquelle personne n'a été capable de répondre avec certitude. L'image est ancienne et ne montre rien d'autre qui ne sorte de l'ordinaire à part le supposé ovni. La meilleure théorie est la suivante. En fait, le vaisseau en forme de disque est le support semi-circulaire qui a été conçu pour fixer les plumes d'autruche à un éventail. Ce que ces articles décrivent comme la lumière brillante rayonnant de l'OVNI sont en réalité les plumes d'autruche de différentes couleurs. L'objet n'a en fait aucune profondeur, il est plat et vu de face. Et les 3 pieds de la soucoupe sont en réalité 2 choses liées. La poignée verticale attachée à l'éventail, au centre, et une fleur de papyrus simplifiée. Et ici, cette fleur est dessinée comme une simple ligne courbée. Et ce n'est qu'accessoirement que les extrémités du papyrus touchent le corps du sphinx dans le dessin. Le sphinx au motif de l'éventail était omniprésent dans l'imagerie royale égyptienne, en particulier pendant et après le Nouvel Empire. Alors, éventail ou autre chose? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le visage d'un lion. Nous savons désormais que ce sphinx n'est pas tout à fait ce qu'il semble être. Nous ignorons l'âge réel du monument, nous ne savons peut-être même pas qui l'a vraiment construit, et nous ne savons certainement pas ce qui se cache en dessous. Mais les experts affirment désormais que ce sphinx n'est pas le produit fini original et qu'il pourrait avoir à l'origine une tête de lion et non une tête de pharaon. Mais qu'est-ce que c'est qu'un sphinx? Un sphinx est une créature de la mythologie égyptienne et grecque qui a le corps d'un lion et la tête d'un être humain. Et il peut y avoir des sphinx mâles et des femelles. Ce sont tout simplement des créatures mythologiques comme les minotaures. Le sphinx qui se tient à proximité des pyramides de Gizeh, un visage qui est censé représenter le pharaon Khéphren, né vers 2570 avant Jésus-Christ, fils du pharaon Khéops, pour lequel la grande pyramide a été bâtie. Et les archéologues le savent car ils ont trouvé d'autres statues de Khéphren dans la région. Et il était très souvent représenté comme un sphinx. Jonathan Foyle, architecte spécialisé en monuments historiques, qui a récemment entrepris un projet pour en savoir plus sur le sphinx, avance que sa tête et son corps sont très disproportionnés. Lui et ses collègues pensent que cela pourrait être dû à l'altération de la tête. Elle aurait pu être à l'origine la statue d'un lion, pas du tout un sphinx. Cela soutient la théorie selon laquelle il a été construit par une civilisation beaucoup plus ancienne. Et lorsque les Égyptiens l'auraient retrouvé, ils auraient construit leur pyramide autour et Khéphren aurait remplacé la tête du lion par la sienne. C'est ce que j'appelle avoir la grosse tête. Les manuscrits de la mer Morte. Les manuscrits de la mer Morte, rien que leur nom, évoquent des images de mystère et d'intrigue, des secrets perdus depuis très longtemps et cachés dans les profondeurs du désert. En 1947, un berger bédouin est tombé sur l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire alors qu'il paissait son troupeau dans le désert de Judée. Qui aurait pu croire que des chèvres pouvaient être de si grands explorateurs? Bref, les rouleaux ont été trouvés dans de grandes jarres d'argile et contenaient des écrits hébraïques datant de plus d'1 millier d'années, plus anciens que tous les textes bibliques existants. Les rouleaux ont été écrits en hébreu, en araméen et en grec et remontent à la période du Second Temple, à peu près entre 150 avant Jésus-Christ et 70 après Jésus-Christ. Et l'origine des rouleaux est d'ailleurs toujours sujette à débat. Certains pensent qu'ils appartiennent à une population juive connue sous le nom d'Esséniens, une secte très pieuse qui vivait dans une colonie vers 70 après Jésus-Christ. Et des ruines de bains rituels juifs ont été retrouvées à proximité,
ce qui confirme leur origine. Mais d'autres groupes, dont les premiers chrétiens, ainsi que les juifs qui ont traversé la région, fuyant la persécution romaine, pourraient également les avoir créés. Les rouleaux comprenaient des fragments de presque tous les livres de l'Ancien Testament. Il existe également d'innombrables autres documents qui n'ont pas été inclus dans la Bible. Et l'un des rouleaux les plus singuliers est une ancienne carte au trésor indiquant l'emplacement de dizaines de caches d'or et d'argent. La carte au trésor, qui décrit 64 cachettes souterraines en Israël, comporte des lettres hébraïques et grecques ciselées sur des feuilles de métal. Ce rouleau est connu sous le nom de rouleau de cuivre, mais aucune de ces hordes n'a jamais été retrouvée à notre connaissance. Considéré comme l'une des plus grandes découvertes du monde entier, les scientifiques et les chercheurs continuent de reconstituer les fragments des rouleaux. Mais les manuscrits de la Mer Morte sont bien plus que de simples documents anciens. Ils ont révolutionné notre compréhension du développement du judaïsme et du christianisme en jetant une lumière nouvelle sur les croyances et les pratiques religieuses de l'époque. Levons donc notre verre d'eau bénite au berger bédouin qui est tombé sur cette incroyable découverte. Le Sérapéum de Saqqara. Le nom n'est certes pas particulièrement évocateur, mais le lieu vous laissera certainement bouche bée. Remontant le temps jusqu'en 1850, date à laquelle Auguste Mariette, un archéologue français, est tombé par hasard sur le Sérapéum. Il avait été enterré et oublié pendant des siècles avant la découverte de Mariette. Le complexe grandiose qui s'étend sur plus de 30 000 mètres carrés, avec ses colonnes imposantes et ses sculptures complexes, aurait suffi à faire battre le cœur de n'importe quel archéologue. Mais ce qui a vraiment surpris Mariette, c'est que ce temple était essentiellement une chambre funéraire souterraine pour des taureaux. Oui, des taureaux. Les adorateurs des taureaux sacrés d'Apis croyaient que ces animaux détenaient la clé de l'au-delà, ou bien qu'ils étaient tout simplement très friands de leur steak haché. Mais malgré l'absurdité apparente de la chose, en tout cas pour un observateur d'aujourd'hui, on ne peut nier les prouesses d'ingénierie réalisées dans la construction du Sérapéum. Le réseau de tunnels souterrains et les sarcophages massifs en granit pesant chacun plus de 70 tonnes témoignent de l'ingéniosité des ingénieurs de l'Antiquité. Mais les mystères qui entourent le Sérapéum ne s'arrêtent pas là. Bien qu'il soit le sujet d'une multitude de fouilles et d'études depuis plus d'un siècle, les chercheurs tentent toujours de comprendre pourquoi ces taureaux sacrés ont reçu un enterrement aussi grandiose. En réalité, on ne sait même pas avec certitude si ces sarcophages étaient destinés à des taureaux, puisqu'aucun n'a jamais été retrouvé dans les sarcophages. Pour certains, il s'agissait de sépultures symboliques, tandis que d'autres pensent que ce n'était pas pour des taureaux, puisque les sarcophages sont trop grands, même pour des taureaux adultes. Et ces sarcophages gigantesques pèsent jusqu'à 100 tonnes et sont sculptés avec une telle précision dans une pierre si dure que lorsqu'ils sont fermés, ils sont parfaitement hermétiques. D'ailleurs, la symbolique elle-même des taureaux reste sujette à débat. Certains pensent qu'ils étaient considérés comme des manifestations physiques du dieu Apis, tandis que d'autres croient qu'ils étaient des symboles de fertilité et de renouveau. On croirait presque parler d'une théorie du complot, mais cette fois-ci, le complot implique des vaches sacrées. Sutton Hoo. Sutton Hoo est le site archéologique le plus prestigieux de toute l'Angleterre. Imaginez, nous sommes en 1939 et une femme, Edith Pretty, vient d'acheter le domaine de Sutton Hoo. Elle est loin de se douter qu'elle vient de toucher le jackpot. Et un de ces jours, elle engage un archéologue local, Basil Brown, pour qu'il vienne effectuer quelques fouilles. Et puis, surprise, il a trouvé quelque chose de solide. Ce n'est pas un rocher, ce n'est pas une racine, mais c'est une épave de navire. Exact, une véritable carcasse de bateau. Alors, il commence à creuser et il trouve un énorme bateau enterré sous la terre, et à l'intérieur du bateau, il y a un trésor digne d'un roi. Ils ont trouvé les restes d'un roi ainsi que tout son attirail. Il y avait des pièces d'or, des plats en argent, des pierres précieuses et bien d'autres choses encore. C'était en quelque sorte la version anglo-saxonne de la découverte de Toutankhamon. Ils y ont trouvé un casque si sophistiqué qu'il rendrait jaloux les Daft Punk. Il contenait des garnitures en or et un masque facial. Et les historiens soupçonnent fortement Sutton Hoo d'être le lieu de repos des Woffingas, la dynastie royale d'Est Anglie, et ils prétendaient descendre de Woden lui-même, l'appellation anglo-saxonne d'Odin, dieu principal de la mythologie nordique et roi d'Asgard.
Et leur histoire est enchevêtrée avec le mythe anglo-saxon. Imaginez un peu pouvoir retracer votre lignée jusqu'à un dieu. Pas mal. Mais malheureusement, il n'existe que très peu de traces écrites de leur histoire. Edith, la propriétaire du terrain, et par décision de justice, a été reconnue propriétaire de tous les objets retrouvés sur le site. Mais elle a tout de même préféré en faire don à la nation. Un geste que le conservateur T.D. Kendrick décrit comme le don le plus exceptionnel jamais fait au British Museum du vivant du donateur. Mais ce n'est pas tout. Après un arrêt durant la Deuxième Guerre mondiale, où au passage le site de Sutton Hoo sert brièvement de terrain d'entraînement et des tranchées sont creusées pour empêcher d'éventuels avions ennemis d'atterrir. Bref, les joies de la guerre. 2 nouvelles campagnes vont avoir lieu pour couvrir l'entièreté du site. De 1965 à 1971 et de 1983 à 2001. Des campagnes qui révéleront d'autres sépultures et bien d'autres merveilles. Église de Lalibela. Les églises de Lalibela sont le lieu où l'histoire rencontre les morts vivants. Oui, vous avez bien entendu. Les momies des églises de Lalibela sont tout aussi célèbres que les églises monolithiques elles-mêmes. La légende veut que ces momies soient en réalité les restes d'anciens rois qui ont régné sur l'Éthiopie. Et laissez-moi vous dire que ces rois devaient vraiment aimer le bling-bling, car leurs restes momifiés sont ornés de couronnes et de bijoux en or. Selon les mythes et les légendes, le roi Lalibela aurait été visité par des anges dans ses rêves et aurait reçu l'ordre de construire ses églises monolithiques. Et il a vraiment pris ses instructions très à cœur, puisqu'il a construit non pas une, ni deux, mais 11 églises au total. C'est un engagement très sérieux. Chacune dispose de son propre style et présente des sculptures complexes et des œuvres d'art très étonnantes. Les églises sont également reliées entre elles par un réseau de tunnels et d'allées, ce qui permet aux visiteurs de les explorer toutes très facilement. Et ces églises ne sont pas tout à fait des bâtiments ordinaires, puisqu'elles ont été taillées dans la roche. Qui a besoin de briques et de mortier quand on peut sculpter son église dans un massif montagneux? Mais ce n'est pas seulement l'impressionnante construction qui rend ces églises très spéciales. Elles comportent également des passages cérémoniels et un vaste système de drainage. Les églises de Lalibela n'ont pas été découvertes au sens traditionnel du terme, car elles sont connues et utilisées depuis des siècles par les chrétiens orthodoxes éthiopiens. Cependant, elles ont attiré l'attention internationale au XXe siècle lorsqu'elles ont été explorées et documentées par des universitaires et des archéologues. Knossos. Pour les archéologues, Knossos est la version antique de Disneyland. Sauf qu'au lieu de Mickey Mouse, il y a des minotaures et des ruines mystiques. Knossos, la ville que le temps lui-même a oubliée, était le centre de la civilisation minoenne qui a prospéré sur l'île de Crète à l'âge du bronze. C'est un peu la cité antique par excellence, dont l'histoire remonte à 7000 ans avant Jésus-Christ. Sans oublier la découverte archéologique épique qui a eu lieu en 1878 lorsque l'archéologue amateur Minos Kolokairinos est tombé sur le complexe palatial de Knossos. Et puis, il y a le palais lui-même avec ses 1300 pièces décorées de manière complexe qui abritaient probablement les personnes les plus puissantes et les plus riches de l'époque. Et ensuite, il y a les plaques de terre cuite dans le corridor est-ouest avec des inscriptions encore inconnues, comme si elles nous narguaient et nous mettaient au défi d'essayer de décoder leurs secrets. Mais le plus intéressant reste la cérémonie du saut de taureau. Il s'agit d'un sport extrême très original, un rituel au cours duquel des jeunes hommes et des jeunes femmes sautent par-dessus le dos d'un taureau dans une démonstration de force et de courage. C'est à peu près comme si Game of Thrones et Indiana Jones avaient eu un enfant secret et que cet enfant était un ancien complexe de palais sur l'île de Crète. Machu Picchu. Accrochez-vous à vos lamas, car nous sommes sur le point d'embarquer pour le légendaire Machu Picchu, la terre mystique des Incas. Parlons d'Hiram Bingham, l'homme qui a redécouvert le Machu Picchu en 1911. Il devait être en train de canaliser la Lara Croft qui sommeillait en lui, car il est tombé sur cette cité perdue comme si de rien n'était. Et quelle découverte, car cet endroit est un véritable spectacle. Pour commencer, l'Empire Inca, au sommet de sa puissance, a construit le Machu Picchu au milieu des années 1400. Cette ville a été construite au sommet d'une montagne et est connue pour ses impressionnantes prouesses d'ingénierie, comme ses plateformes en terrasse et son système complexe de gestion de l'eau.
Mais ce qui est vraiment fascinant à propos du Machu Picchu, c'est le mystère qui l'entoure. Par exemple, la question de la raison d'être de la ville se pose. S'agissait-il d'une base militaire, d'un haut lieu pour la royauté ou d'un lieu de culte? Et ne parlons même pas des vues panoramiques depuis le sommet du Machu Picchu. On dirait une carte postale qui prend vie, avec sa verdure luxuriante, ses cascades et ses chaînes de montagnes à perte de vue. Sans oublier les lamas, ces créatures duveteuses à quatre pattes qui parcourent la ville comme si elle leur appartenait. Pas étonnant que cet endroit ait été déclaré l'une des 7 merveilles du monde moderne. Göbekli Tepe. Parlons de Göbekli Tepe, une découverte archéologique qui a tout simplement changé nos croyances sur l'évolution de l'humanité et la naissance de la civilisation. Ce site antique est une véritable merveille à contempler, avec ses mégalithes imposants et ses origines mystérieuses. Les mégalithes de Göbekli Tepe sont énormes et finement décorés. D'ailleurs, si finement décorés qu'il semble impossible à concevoir à l'époque où cette merveille a été construite. Göbekli Tepe est l'une des plus anciennes architectures connues au monde. Construite en 10 000 ans avant notre ère, elle est plus ancienne que pratiquement tout ce à quoi vous pouvez penser, même l'Égypte et Stonehenge. En réalité, Göbekli Tepe précède de plus de 6 000 ans Stonehenge, l'une des constructions préhistoriques les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Le site est antérieur aux Sumériens, considéré comme l'une des premières vraies civilisations, et à l'invention de l'écriture d'une marge similaire de 6 000 ans. Pour remettre les choses en perspective, il s'est écoulé à peu près autant de temps entre la construction de Göbekli Tepe et celle de Stonehenge qu'entre la construction de Stonehenge et aujourd'hui. L'habileté de l'architecture observée dans la construction de ces nombreux temples est très impressionnante. L'artisanat observé à Göbekli Tepe est en avance de plusieurs milliers d'années sur son temps et remonte bien avant qu'une telle construction n'ait été possible. La main-d'œuvre, l'ingénierie et la gestion de projets nécessaires à une telle entreprise semblent irréalisables compte tenu de l'état d'avancement de la civilisation humaine de l'époque. L'humanité n'a pu abandonner une vie de chasse et de cueillette qu'à la fin de la dernière grande période glaciaire. Et le fait que Göbekli Tepe ait été construit avant ou au moment de la fin de la dernière période glaciaire est particulièrement remarquable. Il est presque certain que l'humanité chassait et cueillait encore à cette époque, ce qui signifie qu'un groupe de chasseurs-cueilleurs était suffisamment organisé et stable pour construire les structures massives de Göbekli Tepe. Imaginez-vous tomber sur un tel site pour la première fois. Et puis, subsiste la question de savoir pourquoi le site a finalement été abandonné. Après environ 1500 ans d'utilisation, les mégalithes ont été enterrés et le site a été abandonné. Mais ce que nous savons, c'est que la découverte de Göbekli Tepe nous a obligés à revoir nos hypothèses sur les compétences et le niveau de sophistication de nos lointains ancêtres. Les momies congelées de Sibérie. Saviez-vous que la Sibérie ne possède pas seulement de grands tigres, mais aussi des momies congelées? Et elles appartiennent à un groupe d'anciens guerriers appelés les Scythes, qui parcouraient la Sibérie il y a plus de 2000 ans. Et les restes momifiés étaient si bien conservés qu'ils donnaient l'impression d'être morts depuis très peu. Et ces hommes étaient de véritables durs à cuire. Ils vivaient dans un environnement hostile et se battaient avec une détermination féroce qui aurait fait pâlir le plus aguerri des gladiateurs. Et les momies gelées de Sibérie ont été découvertes en plusieurs fois par différents groupes d'archéologues russes qui menaient des fouilles dans les montagnes de l'Altaï en Sibérie méridionale. Et la plus célèbre d'entre elles est certainement la princesse de l'Altaï ou bien princesse d'Oukok, qui vivait il y a environ 2500 ans. Elle a été enterrée vêtue d'une chemise, d'une jupe en laine ceinturée et de bottes hautes en feutre ressemblant à des bas. Cependant, sa chemise était cousue avec de la soie sauvage étrangère. Elle portait un collier en bois recouvert de feuilles d'or et décoré de figures de léopards, témoins du statut particulier de la femme. Cela a permis aux chercheurs d'étudier les vestiges et de mieux comprendre le mode de vie des Scythes, notamment leur régime alimentaire, leurs vêtements et leur armement. Ils ont même trouvé des traces de certaines des premières opérations chirurgicales connues sur les champs de bataille, qui consistaient à percer des trous dans les crânes pour soulager la pression. Qui a besoin d'un hôpital sophistiqué quand on a un couteau bien aiguisé et une main sûre?
Et l'un des autres aspects les plus fascinants de la découverte est la présence d'un guerrier tué, retrouvé avec ses armes et son armure intacte. A-t-il été tué au combat ou sa mort était le résultat d'un sacrifice? Le mystère s'épaissit encore plus lorsque l'on sait que le guerrier a été enterré aux côtés de 2 femmes, dont l'une était peut-être une chamane. L'Acropole d'Athènes. Passons à l'Acropole d'Athènes, le joyau de la Grèce, la cerise sur le gâteau des ruines antiques. L'endroit où les gens du monde entier se rassemblent pour prendre des selfies et se sentir cultivés. Et l'histoire de l'Acropole remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle a été construite pendant l'âge d'or d'Athènes, une période de grande prospérité et de rayonnement culturel. L'Acropole était le centre de la vie religieuse et culturelle d'Athènes et abritait plusieurs temples dans le célèbre Parthénon. L'une des caractéristiques les plus frappantes de l'Acropole est son utilisation du marbre. L'ensemble du site est construit en marbre pentélique blanc, extrait à quelques kilomètres de l'Acropole. Ce marbre est connu pour sa pureté et la finesse de son grain. Il était très prisé par les Grecs de l'Antiquité pour sa beauté et sa durabilité. Le bâtiment le plus célèbre de l'Acropole est le Parthénon, un chef-d'œuvre de symétrie et d'équilibre. Le Parthénon est composé de 46 colonnes, chacune des colonnes extérieures mesurant 10,4 mètres de haut et 1,9 mètres de diamètre à la base et se rétrécissent légèrement jusqu'au sommet et pesant chacune plus de 50 tonnes. Les colonnes sont parfaitement espacées et disposées de façon à créer une illusion d'optique qui les fait paraître parfaitement droites, quel que soit l'angle de vue. L'Acropole a également connu une histoire tumultueuse, mais elle reste un témoignage de l'ingéniosité et de la persévérance des Grecs de l'Antiquité. Pierre d'Arthur. Le roi Arthur, souverain légendaire qui a défendu la Grande-Bretagne et a combattu les Saxons, peut ou non avoir existé. La légende raconte qu'il régnait depuis la table ronde de Camelot, qu'il était ami avec le magicien Merlin et que sa demi-sœur vivait sur une île mythique appelée Avalon. De nombreux éléments de l'histoire d'Arthur semblent excessivement fictifs, bien que le souverain lui-même ait pu être un roi réel. Les historiens et les érudits sont partagés sur le sujet et personne n'a pu prouver ou réfuter d'ailleurs l'existence du roi Arthur. Des archéologues anglais ont récemment fouillé une ancienne tombe à cavité néolithique appelée Arthur's Stone ou Pierre d'Arthur. Mais la tombe n'aurait pu servir à Arthur car il aurait vécu au XIIe siècle. Mais il y a eu des histoires au fil des ans qui relient le souverain à la tombe. Et l'une des histoires les plus notables est que le roi Arthur a combattu un géant qui est tombé à la renverse sur la tombe et a cassé la pierre tombale en 2. Mais une autre légende veut que les 2 entailles sur la pierre tombale aient été laissées par Arthur lorsqu'il s'est agenouillé et a prié pour obtenir de l'aide afin de défendre la Grande-Bretagne. Mais personne ne peut vraiment dire avec certitude si le roi Arthur avait vraiment quelque chose à voir avec cette tombe. Ce que nous savons, c'est que la tombe est extrêmement mystérieuse, même sans le nom du roi Arthur. Elle a très probablement servi comme lieu de repos pour des restes humains il y a 5000 ans. Les corps des morts étaient laissés à pourrir dans la chambre inférieure et n'étaient enlevés qu'une fois que la chair s'est détachée des os. Les temples de l'île de Malden. Au milieu de l'océan Pacifique, environ 2500 km d'Hawaï, se trouve la République de Kiribati. La République est constituée de 32 atolls, dont l'île Malden, sans doute la plus mystérieuse. L'île est un petit sanctuaire pour les oiseaux de mer et est considérée comme l'un des endroits les plus désolés et isolés du monde entier. Et pourtant, il y a aussi des preuves de l'existence d'une civilisation perdue. Il y a d'anciens temples sur l'île Malden, mais personne ne sait qui les a construits. À un moment donné, au cours des 2 derniers millénaires, un groupe inconnu de personnes est arrivé sur l'île et s'y est installé. Ils ont construit d'énormes structures en pierre. Et beaucoup de ces structures ont résisté aux éléments aussi longtemps que possible. Ils ont ensuite disparu sans laisser la moindre trace de leur identité. Les scientifiques ne savent toujours pas d'où ils sont venus, combien de temps ils ont vécu sur l'île et où sont-ils allés après. Pour une si petite île, elle est remplie de temples. Il y a environ 40 temples en pierre répartis sur l'île et ils semblent être polynésiens.
Cependant, cela dépend des experts que vous interrogez. Certains disent qu'ils sont polynésiens, d'autres qu'ils sont mélanésiens, certains ont même suggéré que les habitants de l'île de Malden venaient de Nanmadol en Micronésie à 5000 km de là, bien qu'il n'y ait aucune explication à cela. Mais la population de l'île n'était peut-être pas très nombreuse. Une centaine de personnes seulement ont pu traverser l'océan sur des petites embarcations et construire les temples de pierre. Il est possible qu'un maximum d'environ 200 personnes aient vécu sur l'île en même temps. Mais pourquoi aurait-il eu besoin de 40 temples à moins qu'il ne s'agisse pas de temples? Et pourquoi ont-ils créé des routes pavées menant à la mer? C'est un mystère total. Les symboles des Moai. Une fouille de l'île de Pâques en 2012 a révélé quelque chose qui a surpris le monde entier. Les statues géantes Moai de l'île de Pâques sont couvertes de tatouages. Le choc a été assez grand lorsque nous avons appris que les têtes étaient attachées à des corps enterrés sous terre, mais maintenant, il s'avère que leurs corps sont couverts de symboles étranges et mystérieux. Les chercheurs ont découvert des dessins gravés sur les statues Moai qui ressemblent presque à des tatouages tribaux. On y trouve des tourbillons, des croissants, de grands cercles et d'autres formes géométriques qui semblent représenter quelque chose d'important. Certains pensent que les figures en forme de croissant pourraient représenter des canoës que les Polynésiens locaux utilisaient intensivement pour se déplacer sur l'océan. Mais la signification des autres symboles reste un mystère non résolu. En réalité, les statues elles-mêmes sont toujours une énigme. Tout ce que nous savons, c'est que les habitants de l'île de Pâques, aussi appelés les Rapa Nui, sont apparus il y a plusieurs siècles et ont construit 887 énormes statues de pierre. Mais nous ignorons toujours comment ces Moai ont été construits, pourquoi ils étaient enterrés jusqu'au cou, ou encore pourquoi ils étaient décorés de lourds chapeaux rouges. Vestiges inexpliqués. Des archéologues de Haverford-West ont commencé des fouilles dans un couvent médiéval sans autre objectif que d'en apprendre davantage sur les lieux. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était de découvrir immédiatement des ossements humains. Ils ont déterré 100 squelettes près des fondations de la structure médiévale qui a été découverte sous un complexe commercial démoli. Mais ils pensent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 300 squelettes qui n'ont pas encore déterré. Encore plus étrange, environ un tiers de ces squelettes appartient à des enfants de moins de 4 ans. Mais les chercheurs ne sont pas tout à fait sûrs de ce sur quoi ils sont tombés. On pense que les ruines découvertes sous le centre commercial rasé proviennent du couvent du Saint-Sauveur du XIIIe siècle. Il a fonctionné jusque dans les années 1530, puis a été fermé pour des raisons toujours inconnues. Et l'ordre dominicain des frères prêcheurs a fonctionné dans le couvent pendant 300 ans, ensuite il a disparu. Mais ce que tout le monde veut vraiment savoir, c'est pourquoi il y a environ 100 squelettes d'enfants enterrés ici. Les frères faisaient-ils secrètement partie d'une secte d'assassins d'enfants? Les corps proviennent-ils d'une épidémie qui a balayé la région? Il y a beaucoup de questions et pour l'instant, personne n'a les réponses. L'œil du Sahara. Il existe une théorie selon laquelle la cité perdue de l'Atlantide se cacherait au beau milieu du désert du Sahara. Plus précisément, l'Atlantide a été reliée à quelque chose appelé l'œil du Sahara ou la structure de Richat. Officiellement, l'œil du Sahara est un phénomène naturel sur le plateau d'Adrar. C'est une caractéristique géologique symétrique formée au cours de millions d'années pour créer un motif de cercle concentrique exposé dans la roche sédimentaire. Il a été vu pour la première fois par des astronautes dans les années 1960. Et les scientifiques ont supposé qu'il s'agissait d'un cratère laissé par une sorte d'impact d'objets célestes. Mais de nos jours, les scientifiques s'accordent à dire que ce n'est rien de plus qu'une merveille géologique. Quelque chose de totalement unique sur cette planète. Mais il y en a d'autres qui croient que l'œil du Sahara est en fait la cité perdue de l'Atlantide. Leurs preuves sont certes maigres, mais suffisamment plausibles pour constituer un argument convaincant pour certains. Par exemple, il y a d'énormes taches blanches visibles sur l'œil du Sahara qui proviennent de dépôts de sel à la surface. Cela indique qu'il aurait pu avoir une masse d'eau recouvrant la structure il y a 12 000 ans.
C'est à peu près l'époque où le désert du Sahara était une jungle luxuriante et verdoyante avant qu'une inondation massive n'emporte la végétation. Puis le temps que l'eau de l'inondation se retire et que la terre redevienne sèche, elle s'est transformée en désert. La théorie est qu'avant le supposé déluge, l'œil du Sahara était le centre de la cité de l'Atlantide. Le déluge aurait emporté la cité pour une raison inconnue et a laissé une trace sans forme d'œil dans les sédiments. Mais le seul problème avec cette théorie est qu'il n'y a jamais eu d'inondation dans le Sahara, du moins pas à notre connaissance. Corps dans le puits. À Norwich, en Angleterre, des ouvriers ont commencé à construire un centre commercial en 2004. Mais peu de temps après l'ouverture du chantier, les ouvriers ont découvert un puits datant de 800 ans. C'était une découverte intéressante en soi, jusqu'à ce qu'ils creusent encore plus profondément et trouvent 17 corps au fond du puits. Mais l'identité de ces 17 personnes s'est avérée être un plus grand mystère que quiconque aurait pu le prévoir. Il y avait 6 adultes et 11 enfants, mais personne n'a pu expliquer comment ils se sont retrouvés dans un puits de l'époque médiévale. Il ne s'agissait pas d'un enterrement collectif, du moins pas comme la plupart des enterrements collectifs du XIIe siècle. Et il semblerait qu'il y ait eu une sorte de massacre. La position des corps dans les puits suggère qu'ils ont été jetés dans la fosse la tête la première, juste après leur mort. Les chercheurs ont effectué un séquençage de l'ADN et ont découvert que de nombreuses victimes étaient apparentées, notamment un trio de sœurs. Le XIIe siècle en Angleterre n'était pas véritablement une période favorable pour les personnes de confession juive. La troisième croisade a donné lieu à d'importantes violences antisémites à la fin des années 1100. Selina Brace du Musée d'histoire naturelle de Londres pense que les personnes dans le puits ont été assassinées, très probablement en raison d'une violente attaque antisémite contre la ville en février 1190. Les chroniqueurs médiévaux ont décrit une série de ces attaques soutenues par l'Église. La tablette d'Ispilio. La tablette de Dispilio a été découverte dans le nord de la Grèce par un professeur et expert en archéologie préhistorique. Il est tombé sur la tablette en 1993 alors qu'il faisait des fouilles sur un ancien établissement humain en Macédoine occidentale, une région grecque. Ce mystérieux village était occupé il y a un peu plus de 7000 ans par une tribu non identifiée d'humains primitifs. Mais ce qui rend la tablette si étonnante, c'est qu'elle a été retrouvée avec un système d'écriture. Et c'est une énigme très sérieuse, car selon l'archéologie traditionnelle, l'écriture a été inventée il y a 6000 ans à Sumer en Mésopotamie. Mais ce que cet artefact semble représenter est le premier langage écrit 1000 ans avant le premier langage écrit. Le texte est un enchevêtrement de symboles que personne n'a pu déchiffrer. Et malheureusement, le texte ne sera jamais déchiffré, à moins qu'une nouvelle pierre de Rosette ne soit trouvée et puisse donner aux scientifiques un indice sur la signification des symboles de la tablette. Et pour rendre les choses encore plus intéressantes, elle a été trouvée au fond d'un lac. L'ancien site a été inondé il y a très longtemps, laissant des artefacts des premières cultures éparpillés au fond d'un nouveau plan d'eau. Mais dès que les archéologues ont retiré la tablette, son contact avec l'oxygène a commencé à la détériorer. C'est l'une de ces découvertes qui pourrait changer les livres d'histoire. La raison en est que les Sumériens sont généralement crédités de la création du premier système d'écriture. Mais ces tablettes montrent que cela s'est produit avant les Sumériens vers 5260 avant Jésus-Christ et a été fait par un groupe d'humains vivant dans la patrie d'Alexandre le Grand. La famine de Saqqara. Personne ne sait exactement d'où vient la famine de Saqqara, ou plutôt de Starving of Saqqara. C'est le nom d'une statue qui représente deux personnages en calcaire de l'Égypte ancienne, très bizarres. Ils ont des crânes bizarrement allongés, des mâchoires relâchées et des bouches ouvertes. Encore plus bizarre, ils sont accroupis, nus, l'un en face de l'autre, dans une position très particulière. Les chercheurs ont identifié des traces de pigments rouges sur la statue et même des traces de peinture verte. Mais la plus grande curiosité de ce mystère est qu'à la base de la statue se trouve une inscription dans une langue qui n'a jamais été déchiffrée.
Cette chose est un mystère absolu qui turlupine les scientifiques depuis des décennies. Elle est actuellement conservée à l'Université de Concordia à Montréal au Canada. Ils ont acquis la famine de Saqqara en 1999, mais personne ne sait où tout a commencé, qui l'a trouvée initialement et où l'ont-ils trouvée. La statue est apparue comme par hasard sur la scène archéologique, prétendument à Saqqara en Égypte. Mais personne n'a jamais été capable de donner un sens à cette statue. La statue a même été examinée par les meilleurs chercheurs du British Museum et du Brooklyn Museum, mais ils n'ont pas réussi à identifier les figures, à dater la statue ou à déchiffrer l'inscription. Les cheminées des Highlands. Des centaines d'anciennes structures de pierre se dressent impressionnantes dans les Highlands écossaises. Ces statues sont appelées broch en gaélique écossais, mais je vais simplement les appeler broch. Les experts ne savent pas exactement à quoi elles servaient. Les brocs se trouvent partout dans les montagnes brumeuses des Highlands, ainsi que dans les landes et dans les vallées vertes profondes de la campagne mystique du nord de l'Écosse. Il s'agit de tours de pierre en ruine, mais ne semblent pas avoir d'utilité. Elles ont commencé à apparaître il y a 2000 ans, probablement construites par des tribus locales pendant l'occupation romaine. Et au sud, ces tribus écossaises ont érigé environ 500 brocs, chacun disposant de murs de près de 4 mètres d'épaisseur et de 12 mètres de hauteur. Lorsque les archéologues ont commencé à s'intéresser aux tours de pierre, ils ont supposé qu'elles faisaient partie de forteresses. Mais au fur et à mesure des fouilles, il est devenu très évident que les brocs étaient des structures autonomes. Il s'agissait d'immenses tours s'élevant jusqu'au ciel et totalement creuses à l'intérieur, qui ne faisaient pas partie d'un ensemble plus vaste ou d'un fort. Chacune d'entre elles était comme une immense cheminée au milieu de nulle part, mais personne ne sait pourquoi les Écossais les ont construits. Stonehenge portugais. Il existe au Portugal un mystérieux cercle datant de l'âge de bronze qui, selon certains, aurait été utilisé pour des rituels ou même comme une sorte de portail. Les structures remontent à 4500 ans et étaient utilisées pour d'anciens rites cérémoniels. Le monument fait environ 20 mètres de diamètre et est entièrement construit en bois. Et il s'aligne parfaitement avec le lever du soleil en été et avec la position du soleil au solstice d'hiver. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette étrange structure circulaire est la première de son genre à être trouvée au Portugal. Antonio Valera, le responsable des fouilles, affirme que le mystérieux cercle a été construit vers 2800 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire à peu près à la même époque où Stonehenge commençait à prendre forme. Certains croient que Stonehenge était également un ancien lieu mystérieux de grande puissance, pouvant être exploité pour des cérémonies rituelles, voire même à des fins plus pratiques. Mais tout cela reste très étrange, car il semblerait que dans toute l'Europe, il y a 4500 ans, des structures ressemblant à des portails et d'énormes mégalithes, tels d'anciens observatoires, étaient construits au même moment. Et les archéologues se demandent toujours si des structures comme celles trouvées au Portugal et le cercle de pierre de Stonehenge ont un lien quelconque, si elles servaient des finalités similaires ou bien ce n'est qu'une simple coïncidence. Et découvrent le secret le plus sombre dissimulé par De Vinci dans ses peintures en cliquant sur cette vidéo.